Le matin de Noël, mes parents ont offert aux enfants de mon frère 500 € chacun et ont déclaré « seulement le meilleur pour nos petits-enfants ». Puis ils ont sorti un livre de coloriage pour mon fils, tiré d'un sac d'un magasin discount. Il m'a regardé. J'ai regardé mon père. Il a haussé les épaules. Nous étions dans la voiture 4 minutes plus tard. Je m'appelle Julien. J'ai 34 ans. Et je veux vous parler du Noël qui a fait exploser 3 décennies pendant lesquelles je faisais semblant que tout allait bien avec ma famille. Je sais que cela semble dramatique. Croyez-moi, quand j'aurai fini, vous penserez que j'ai minimisé les choses. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. J'ai grandi dans une petite commune du Vaucluse, près d'Avignon, l'une de ces villes où tout le monde connaît vos affaires avant vous. Mes parents sont Bernard et Brigitte. Mon frère aîné s'appelle Sébastien. Il a 38 ans. Et d'aussi loin que je me souvienne, Sébastien était le fils et j'étais n'importe quel caillou flottant près de lui auquel personne ne pensait vraiment. Sébastien était l'enfant prodige. Et écoutez, je n'utilise pas ce terme à la légère. Je sais que chaque frère ou sœur pense que l'autre a eu la vie plus facile, mais dans notre maison, ce n'était même pas une question. Sébastien jouait au poste d'ailier dans l'équipe de rugby du lycée. Il a obtenu une bourse partielle pour l'université de Montpellier. Il a épousé sa petite amie de la faculté, Nathalie. Une femme parfaitement gentille que ma mère a traitée comme une fille perdue de vue depuis le moment où elle a passé la porte. Ils ont eu 2 enfants, Antoine et Zoé, 7 et 5 ans au moment de cette histoire. Et ces enfants auraient aussi bien pu être sculptés en or vu la façon dont mes parents s'extasiaient devant eux. Moi, j'étais le silencieux. J'aimais construire des choses de mes mains. Je me passionnais pour le travail du bois à 14 ans, ce que mon père considérait comme un passe-temps mignon, mais pas vraiment quelque chose dont on pouvait se vanter au repas de famille. Je suis allé dans un IUT, j'ai trouvé un emploi dans un magasin de meubles, et j'ai fini par faire de l'ébénisterie sur mesure. J'étais doué pour ça, vraiment doué. Mais dans ma famille, être doué pour le travail du bois était à peu près aussi impressionnant qu'être doué pour plier le linge. Cela ne comptait tout simplement pas. J'ai épousé ma femme, Sarah, quand j'avais 27 ans. Sarah est le genre de personne qui voit à travers les absurdités de la même façon qu'une radiographie voit à travers la peau. Elle a cerné la dynamique de ma famille en environ 45 minutes lors de son premier dîner chez mes parents. Nous rentrions en voiture et elle a dit « Alors, ignore-t-il simplement que tu existes ou est-ce un choix ?» J'ai ri parce que faire d'autre quand votre petit ami résume toute votre enfance en une seule phrase? Nous avons eu notre fils Hugo quand j'avais 30 ans. Hugo est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et ce n'est pas une hyperbole. C'est ce petit garçon curieux, doux et hilarant qui pose des questions sur tout. Pourquoi les oiseaux se tiennent-ils sur une patte? Pourquoi la voiture de grand-père fait-elle ce bruit? Pourquoi le ciel est-il bleu, alors que l'eau est transparente, alors qu'ils sont censés être la même chose? Il a 4 ans dans cette histoire, et il avait cette tignasse de cheveux châtain clair qui le faisait ressembler à un minuscule aventurier perdu dans le Vaucluse. Maintenant, c'est ici que je dois être honnête. Parce que je n'étais pas une victime parfaite dans tout cela. Pendant des années, j'ai laissé passer le favoritisme. J'ai cherché des excuses. Je me disais que Sébastien était juste plus âgé, et que c'était pour cela qu'il recevait plus d'attention. Je me disais que mes parents nous aimaient également, mais le montraient différemment. Je me suis dit beaucoup de choses qui me permettaient de dormir la nuit sans avoir à affronter les gens qui m'ont élevé. Sarah me poussait parfois sur le sujet, doucement, et je coupais court. C'est juste comme ça qu'ils sont, disais-je. L'énergie classique du paillasson, je sais. Mais voici la chose à propos du fait d'être parent. Quand vous avez un enfant, le filtre change. Soudainement, il ne s'agit plus seulement de savoir si vous pouvez tolérer d'être à la seconde place. Il s'agit de savoir si votre enfant est mis là, lui aussi. Et c'est un tout autre genre de douleur. Les signes étaient là avant Noël. Mes parents faisaient 45 minutes de route pour aller voir les matchs de foot des poussins d'Antoine, mais n'arrivaient pas à faire 20 minutes pour le spectacle de Noël à l'école maternelle de Hugo. Ils avaient un mur de photos dans leur couloir avec environ 15 photos encadrées. 12 d'entre elles représentaient la famille de Sébastien. 2 étaient de vieilles photos de moi au lycée. L'une était ma photo de mariage coincée dans un coin comme une réflexion après coup. Pas une seule photo de Hugo. Sarah me l'a fait remarquer une fois après une visite. Je lui ai dit qu'il n'avait probablement pas eu le temps de la mettre à jour.
Elle m'a jeté un regard qui était à parts égales de la pitié et de la frustration et a dit, « Julien, Hugo a 4 ans. Combien de temps faut-il pour imprimer une photo ?» Elle avait raison. Elle avait toujours raison. Je n'étais tout simplement pas prêt à l'entendre. La veille de Noël de cette année-là, nous avons conduit jusqu'à la maison de mes parents. Ils ont cette maison provençale sur un terrain de 2 hectares. Rien d'extravagant, mais c'est là que Sébastien et moi avons grandi. Et ma mère devient absolument folle avec les décorations chaque mois de décembre. Nous parlons de guirlandes lumineuses sur chaque surface, d'une crèche provençale en céramique qui est sur le porche depuis des décennies. Sébastien et Nathalie étaient déjà là avec les enfants quand nous sommes arrivés. Antoine et Zoé couraient dans le salon pendant que ma mère les poursuivait avec des biscuits de Noël en forme de reine. Elle a serré Sébastien et Nathalie dans ses bras à la porte comme s'ils revenaient de la guerre. Quand nous sommes entrés 5 minutes plus tard, elle a dit « Oh, salut vous tous. Entrez. » Sans lever les yeux de son plateau de biscuits. Hugo a tiré sur ma main et a chuchoté « Papa, est-ce que grand-mère ne nous voit pas ?» Et je jure que quelque chose s'est déplacé dans ma poitrine à ce moment-là. Pas brisé, déplacé, comme une fondation qui se fissurait depuis des années et qui s'est finalement installée dans une nouvelle position. Je me suis agenouillé et je lui ai dit que grand-mère était juste occupée et que nous allions dire bonjour dans une minute. Sarah a croisé mon regard au-dessus de sa tête. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas à le faire. Cette nuit-là s'est bien passée, pour l'essentiel. Mon père a parlé de voiture avec Sébastien. Ma mère a montré à Nathalie la couette qu'elle fabriquait pour la chambre de Zoé. Sarah et moi nous sommes assis sur le canapé avec Hugo et avons mangé des biscuits pendant que le reste de la famille gravitait autour de nous comme si nous étions des meubles. Nous sommes restés dans la chambre d'amis cette nuit-là. Sarah et moi étions allongés dans le noir et elle a chuchoté « Demain, ça ira bien. » J'ai dit « Oui. » Elle a serré ma main. Aucun de nous n'y croyait. Le matin de Noël a commencé à 7 heures quand Antoine et Zoé sont arrivés en trombe dans le couloir en hurlant à propos du Père Noël. Hugo s'est réveillé et m'a regardé avec ses grands yeux bruns et a dit « C'est Noël, papa ?» Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai porté dans le salon où le sapin était entouré d'une montagne de cadeaux emballés. Et quand je dis montagne, je veux dire montagne. Il y avait facilement 40 ou 50 paquets sous cet arbre. La grande majorité d'entre eux étaient regroupés sur le côté droit où la famille de Sébastien s'asseyait toujours. De notre côté, il y avait peut-être 6 ou 7 boîtes. J'ai essayé de ne pas compter. J'ai compté quand même. Ma mère avait préparé ces fameuses brioches roulées à la cannelle et nous nous sommes tous assis pour manger pendant que les enfants vibraient d'excitation. Mon père a mis ses lunettes de lecture et a commencé à jouer au Père Noël, distribuant les cadeaux un par un. Antoine a eu une nouvelle tablette. Zoé a eu une maison de poupée qui était plus grande que mon premier appartement. Sébastien a eu une veste en cuir. Nathalie a eu un coffret cadeau pour un institut de bien-être. Chaque fois que l'un d'eux ouvrait quelque chose, ma mère applaudissait et mon père hochait la tête avec approbation. Et c'était comme regarder un spectacle dans lequel je n'avais pas été invité à jouer. Puis mon père a cherché sous le sapin et a sorti une enveloppe. Il l'a tendue à Antoine avec ce grand sourire et a dit « Maintenant, celui-ci est spécial. » Antoine l'a déchiré et a sorti une carte. À l'intérieur, il y avait un chèque, 500 €. Antoine ne comprenait même pas ce que c'était, mais les yeux de Nathalie se sont écarquillés et elle a dit « Oh mon Dieu, papa, c'est trop. » Ma mère a balayé l'objection de la main. Seulement le meilleur pour nos petits-enfants. Puis mon père a tendu à Zoé une enveloppe identique. Encore 500 €. Seulement le meilleur pour nos petits-enfants, a répété ma mère comme si c'était un slogan qu'elle avait répété. Puis mon père a mis la main dans un sac en plastique posé derrière le sapin. Un sac d'un magasin discount. Je l'ai reconnu parce qu'il y avait encore un reçu agrafé à la poignée. Il a sorti un livre de coloriage, l'un de ces livres génériques avec des animaux sur la couverture, le genre qu'ils mettent près de la caisse enregistreuse. Il l'a tendu à Hugo et a dit « Tiens, mon grand. » Hugo l'a pris. Il l'a regardé. Puis il m'a regardé et j'ai regardé mon père et mon père a haussé les épaules. Il a haussé les épaules comme si ce n'était rien. Comme si la différence entre 1000 € en chèque et un livre de coloriage à 2 € était simplement la façon dont les choses étaient. Comme si mon fils était une réflexion après coup le matin de Noël dans la propre maison de ses grands-parents. Nous étions dans la voiture dans les 4 minutes qui ont suivi. Je n'ai pas fait de scène. Je veux être clair là-dessus.
Il n'y a pas eu de cris, pas de table renversée, pas de discours dramatique devant le sapin de Noël. Je me suis juste levé, j'ai regardé Sarah, et j'ai dit, on y va. Elle n'a pas hésité. Elle a pris Hugo, a attrapé nos manteaux sur le crochet près de la porte, et est sortie. J'ai suivi. Le tout a pris peut-être 240 secondes, ce que je sais parce que mon cerveau comptait pour une raison quelconque, comme s'il avait besoin de s'accrocher à quelque chose de logique pendant que tout le reste s'effondrait. Ma mère nous a appelés depuis le porche. Julien, où allez-vous? Nous n'avons même pas encore pris le petit déjeuner. Comme si c'était ça le problème. Comme si nous partions parce que le petit déjeuner n'était pas prêt. Je ne me suis pas retourné. J'ai attaché Hugo dans son siège auto. Il tenait le livre de coloriage contre sa poitrine et il a levé les yeux vers moi et a dit, « Papa, on rentre à la maison. » J'ai dit, « Oui, mon grand. On rentre à la maison. » Il a dit, « Mais on n'a pas ouvert tous les cadeaux. » J'ai failli craquer juste là dans l'allée. J'ai mordu l'intérieur de ma joue si fort que j'ai senti le goût du cuivre et j'ai dit, « On a des cadeaux à la maison, tu te souviens? Le Père Noël est aussi venu chez nous. » Sarah a conduit. J'étais assis sur le siège passager, regardant par la fenêtre toutes les lumières de Noël sur les maisons que nous passions, et je n'ai pas dit un mot pendant 15 minutes. Elle m'a laissé être silencieux. C'est l'une des choses que j'aime chez elle. Elle sait quand j'ai besoin de digérer les choses, et elle n'essaie pas de remplir le silence avec des solutions. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons préparé du chocolat chaud et ouvert les cadeaux que Sarah et moi avions achetés pour Hugo. Un train en bois que j'avais construit pour lui dans mon atelier. Un dinosaure en peluche qu'il avait repéré au magasin. Quelques livres, de nouveaux pyjamas avec des fusées dessus. Il était ravi. Il a joué avec ce train sur le sol du salon pendant 3 heures, faisant de petits bruits de tchou-tchou, et racontant des histoires sur la destination des trains. Le regarder être heureux dans notre maison selon nos propres termes sans que personne ne lui fasse sentir qu'il n'était pas assez bien. C'était la première fois que je me sentais en paix de toute la journée. Mon téléphone a commencé à vibrer vers midi. Ma mère, puis mon père, puis Sébastien. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Le premier message de ma mère était inquiet. « Julien, chéri, que s'est-il passé? Tu es juste parti. Rappelle-moi. » Le deuxième, environ 1 heure plus tard, était agacé. « Julien, c'est ridicule. Tu gâches le Noël de tout le monde. Appelle-moi. » Le troisième de mon père était court. « Ta mère est bouleversée. Règle ça. Règle ça. » Comme si j'étais le problème. Comme si le fait que mon fils reçoive un livre de coloriage à 2 € pendant que ses cousins recevaient 500 € chacun était quelque chose que je devais régler. Sébastien a appelé ce soir-là. J'ai décroché parce qu'une partie de moi, la petite partie stupide et pleine d'espoir du petit frère, pensait que peut-être il l'avait vu aussi. Peut-être qu'il dirait, « Eh mec, c'était vraiment n'importe quoi. » Au lieu de cela, il a dit, « Mec, c'est quoi ton problème? » Maman a pleuré toute l'après-midi. Tu sais comment elle est pendant les fêtes. J'ai dit, « Sébastien, as-tu vu ce qui s'est passé ce matin? » Il a dit, « Quoi? Les cadeaux? Allez, Julien. Antoine et Zoé sont plus âgés. Ils reçoivent de plus gros cadeaux. C'est juste comme ça que ça marche. Ils ont reçu 500 € chacun. Hugo a reçu un livre de coloriage du magasin Discount. Papa avait encore le reçu sur le sac. Il y a eu une pause. Puis Sébastien a dit, « Je veux dire, Hugo a 4 ans. Il ne sait même pas ce qu'est l'argent. Il a probablement aimé le livre de coloriage. » J'ai raccroché. Il n'y avait plus rien à dire à quelqu'un qui pouvait regarder cette situation et la voir comme normale. Ou pire, qui pouvait la voir clairement et s'en ficher simplement parce que cela n'affectait pas ses enfants. Sarah et moi nous sommes assis sur le canapé ce soir-là après que Hugo soit allé se coucher et avons eu ce que je considère maintenant comme la conversation. Avec un grand C. Elle m'a dit qu'elle observait ce schéma depuis des années et qu'elle avait essayé de me laisser y venir à mon propre rythme parce qu'elle savait que ça devait être ma décision. Mais elle a dit, « Julien, je peux supporter qu'il me traite comme une réflexion après coup. Je suis une femme adulte et j'ai la peau dure, mais je ne les regarderai pas le faire à notre fils. Il mérite mieux et honnêtement, toi aussi. » Elle pleurait. Sarah ne pleure presque jamais. C'est la personne la plus forte que je connaisse.
Voir ces larmes m'a fait quelque chose que ma propre blessure n'avait jamais tout à fait réussi à faire. Cela l'a rendue indéniable. Je lui ai dit qu'elle avait raison et que j'étais désolé d'avoir mis autant de temps. Elle a dit qu'elle n'était pas en colère contre moi, juste triste que mes parents aient rendu cela nécessaire. Nous nous sommes tenus l'un l'autre sur le canapé et j'ai ressenti ce mélange étrange de chagrin et de soulagement, comme poser un sac à dos lourd dont on ne réalisait pas qu'il nous écrasait jusqu'à ce que le poids ait disparu. Les jours suivants ont été difficiles. Ma mère a commencé une campagne. Elle appelait 2 fois par jour. Elle envoyait de longs paragraphes par texto sur la façon dont j'étais ingrat et comment elle et papa avaient toujours fait de leur mieux. Elle a évoqué mon enfance comme s'il s'agissait de preuves. Nous avons payé ton appareil dentaire. Nous t'avons acheté cette voiture quand tu as eu 16 ans. Tout était présenté comme une dette que je devais. Un compte des dépenses qui, apparemment, leur donnait le droit de traiter mon fils comme s'il ne comptait pas. Le 28 décembre, mon père s'est présenté chez nous à l'improviste. Il s'est garé dans l'allée avec sa voiture et a frappé à la porte. Sarah a répondu. Il a dit, j'ai besoin de parler à Julien. Elle a dit, il est dans l'atelier. C'est là que j'ai passé la majeure partie de cette semaine-là, honnêtement, à construire une étagère pour la chambre de Hugo et à essayer de poncer la colère un coup à la fois. Mon père est sorti dans l'atelier et s'est tenu dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. C'est un grand gaillard, 1,88 m, de larges épaules, le genre de présence qui remplissait une pièce quand j'étais enfant. Mais debout là, dans mon espace, dans l'atelier que j'avais construit de mes propres mains, il paraissait plus petit que dans mes souvenirs. Il a dit, ta mère est dans tous ses états. Tu dois venir t'excuser. J'ai posé le papier de verre et je l'ai regardé. M'excuser pourquoi, papa? Pour être parti à Noël, pour ne pas avoir retourné les appels. Pour avoir fait de toute cette histoire une affaire plus importante qu'elle ne devrait l'être. Papa, tu as donné à Antoine et Zoé 500 € chacun. Tu as donné à Hugo un livre de coloriage du magasin Discount. Tu avais encore le reçu agrafé au sac. Il a balancé son poids d'une jambe sur l'autre. Hugo est jeune. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin d'argent. C'est ce que tu crois que c'est. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de ce que ça veut dire. Tu as regardé tes 3 petits-enfants et tu as décidé que 2 d'entre eux valaient 500 € et qu'un d'entre eux valait 2 € le matin de Noël devant tout le monde. Tu interprètes trop les choses. Vraiment? Parce qu'il n'y a pas de photo de Hugo sur votre mur. Vous n'êtes allé à aucun de ces spectacles à l'école maternelle. Tu as conduit jusqu'à Avignon 6 fois l'année dernière pour les matchs d'Antoine, et tu n'as pas pu conduire 20 minutes pour voir ton autre petit-fils chanter des chants de Noël avec un chapeau en papier. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ce n'est pas juste. Nous avons été occupés. Vous avez été occupés pendant 4 ans. Il n'a pas répondu à ça. Il est resté là un long moment et je pouvais le voir calculer, pas ressentir, calculer, essayant de trouver la réponse minimale viable qui ferait disparaître tout ça pour que Noël puisse redevenir normal et que tout le monde puisse faire semblant que nous étions une famille heureuse. Finalement, il a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Julien ?» Et j'ai dit quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. Je veux que tu traites mon fils de la même manière que tu traites les enfants de Sébastien. Pas presque pareil. Pas environ pareil, pareil. Et si tu ne peux pas faire ça ou si tu ne veux pas faire ça, alors je dois protéger ma famille. Il m'a dévisagé. Puis il a dit, tu es dramatique. Et il est sorti. Je me suis tenu dans mon atelier en écoutant sa voiture reculer dans l'allée. Et j'ai ressenti quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne me suis pas senti triste. Je ne me suis pas senti en colère. Je me suis senti clair. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit la chose que je pensais vraiment à la personne qui avait besoin de l'entendre, et le ciel ne m'était pas tombé sur la tête. Le monde continuait de tourner. Mon atelier sentait toujours le cèdre et le vernis. Hugo était toujours à l'intérieur en train de regarder des dessins animés avec Sarah. Tout ce qui comptait vraiment était toujours exactement à sa place. Au cours de la semaine suivante, les textos de ma mère sont passés des tentatives de culpabilisation aux menaces. Elle m'a dit que je déchirais la famille. Elle m'a dit que Sébastien et Nathalie étaient de son côté. Elle m'a dit que Sarah était une mauvaise influence qui me retournait contre mes propres parents. Celle-là m'a fait rire parce que Sarah avait été plus patiente avec mes parents qu'aucun être humain raisonnable n'aurait dû l'être. Le nouvel an est arrivé et passé.
Je n'ai pas appelé. Ils n'ont pas appelé. Et le silence, dont je m'attendais à ce qu'il soit étouffant, m'a en fait donné l'impression de respirer. Janvier a été dur. Je ne vais pas embellir les choses. Couper les ponts avec ses parents semble valorisant quand on lit des choses à ce sujet en ligne, mais le vivre est un tout autre animal. Il y avait des matins où je me réveillais et j'attrapais mon téléphone pour appeler ma mère juste par habitude, puis je me rappelais que je ne pouvais pas ou ne devais pas, ou les deux. Hugo a demandé des nouvelles de grand-mère et grand-père quelques fois au cours des premières semaines. Sarah et moi avions décidé d'être honnêtes mais doux. Nous lui avons dit que grand-mère et grand-père avaient besoin de temps pour réfléchir à certaines choses et que nous les verrions quand ils seraient prêts à être gentils avec tout le monde de manière égale. Il l'a accepté de la façon dont les enfants de 4 ans acceptent la plupart des choses, avec un hochement de tête et un changement de sujet pour demander s'il pouvait avoir plus de biscuits. Mais voici la chose lorsqu'on atteint un point de rupture. Une fois que la poussière retombe, on commence à voir combien d'énergie on dépensait juste pour gérer la situation. Toutes ces années à ravaler des commentaires, à réorganiser mon emploi du temps pour m'adapter aux projets de mes parents, à me présenter à des événements familiaux où je savais que je serais un bruit de fond, cela a eu un coût que je n'avais pas totalement apprécié jusqu'à ce que cela s'arrête. Soudain, j'avais toute cette disponibilité, et j'ai décidé de la consacrer aux choses qui me remplissent vraiment. Mon entreprise d'ébénisterie était stable depuis quelques années, mais je jouais la sécurité. Surtout des rénovations de cuisine pour des entrepreneurs locaux. De l'argent correct, mais rien qui ne me mettait vraiment au défi. En janvier, j'ai commencé à voir plus grand. J'avais toujours voulu faire des meubles sur mesure, des pièces uniques, des tables à manger, des étagères, des ensembles de chambres à coucher, le genre de choses où chaque jointure est une déclaration et chaque grain raconte une histoire. Je m'étais retenu parce que la voix de mon père vivait à l'arrière de ma tête, me disant que le travail du bois était un passe-temps, pas une vraie carrière. Sans cette voix, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien qui m'arrêtait. J'ai construit une pièce pour mon dossier de réalisation, une table à manger en noyer à bord brut avec des pieds tournés à la main et une rivière incrustée d'époxy bleu coulant au centre. Cela m'a pris 3 semaines de petits matins et de fin de soirée. Sarah n'arrêtait pas de m'apporter du café dans l'atelier et de prendre des photos pendant que je travaillais. Quand je l'ai terminé, elle a publié ses photos sur ses réseaux sociaux et a identifié un compte de décoration d'intérieur local. En 48 heures, j'ai eu 6 demandes. 6. L'une d'elles venait d'une femme nommée Valérie qui dirigeait un cabinet d'architecture d'intérieur à Avignon. Elle cherchait un artisan local pour fournir des pièces sur mesure à ses clients résidentiels haut de gamme. Elle est venue voir la table en personne, a passé sa main le long du bord et a dit « Quand pouvez-vous commencer ?» J'ai dit « Que diriez-vous de lundi ?» Elle a ri. Je ne plaisantais pas. Ce partenariat a tout changé. Valérie avait des relations. Elle m'a impliqué dans des projets que je n'aurais jamais trouvés par moi-même. Une rénovation de masse dans le Luberon. Une conversion de loft dans le centre d'Avignon, une maison au bord du lac de Sainte-Croix où les propriétaires voulaient que chaque meuble soit fait à la main à partir de bois de récupération. Je travaillais plus dur que jamais, mais ça ne ressemblait pas à une corvée. Cela ressemblait à un élan. En mars, j'avais embauché mon premier employé, un jeune nommé Romain, qui venait de terminer un CAP et qui avait de bonnes mains et une meilleure attitude. Lui enseigner le métier m'a fait réaliser à quel point j'en savais vraiment, à quel point j'avais appris et intériorisé au cours de 20 ans de travail du bois. Pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie à s'entendre dire qu'il n'était pas impressionnant, c'était une révélation. L'argent a suivi, pas du jour au lendemain, pas comme dans un conte de fées, mais régulièrement. J'ai augmenté mes prix parce que Valérie m'a dit que je sous-évaluais mon travail d'environ 40%. Elle a dit, « Julien, tu ne vends pas des placards chez Ikea. Tu vends de l'art. Fixe le prix comme pour de l'art. » Alors, je l'ai fait et les gens ont payé. Il s'avère que lorsque vous arrêtez de vous excuser pour votre talent à un certain niveau, les autres arrêtent de le remettre en question, eux aussi. Sarah a repris le travail à temps partiel vers cette époque. Elle avait été hygiéniste dentaire avant la naissance de Hugo et avait envie de s'y remettre. Nous avons trouvé une excellente école maternelle pour Hugo, un programme où l'enseignante, Madame Laurent, semblait vraiment aimer les enfants plutôt que de simplement les tolérer. Hugo s'est épanoui là-bas. Il s'est fait des amis. Il rentrait à la maison avec de la peinture sur le visage et des histoires sur la construction de tours de blocs et l'apprentissage du fonctionnement des papillons. Le regarder s'épanouir dans un environnement où il était valorisé de manière égale. Pas de favoritisme,
pas de hiérarchie, juste une classe pleine d'enfants traités de la même manière, cela a renforcé tout ce que Sarah et moi faisions. Nous avons aussi construit notre cercle. C'est quelque chose que personne ne vous dit à propos du fait de couper les ponts avec une famille toxique. Vous devez remplacer ce sentiment de communauté par quelque chose de réel, sinon la solitude vous dévorera. Les parents de Sarah, Pierre et Marie-Claude, vivaient à environ 1 heure de là, à Orange. Ils avaient toujours été chaleureux avec moi et absolument fous de Hugo. Quand nous leur avons dit ce qui s'était passé à Noël, Marie-Claude s'est tellement mise en colère qu'elle a dû quitter la pièce. Pierre, qui est probablement l'homme le plus posé en vie, a posé sa main sur mon épaule et a dit « Fils, tu as fait ce qu'il fallait. Ce garçon a de la chance de t'avoir. » J'ai failli craquer juste là, à leur table de cuisine. Nous avons commencé à faire les dîners du dimanche chez Pierre et Marie-Claude. Juste nous 5. Parfois avec la sœur de Sarah, Isabelle, et son mari. Décontracté, bruyant, les assiettes qui passent, Hugo gâté avec des biscuits faits maison, personne ne tenant les comptes. C'était tout ce que j'avais voulu que ma famille soit. J'ai aussi trouvé un ami inattendu. Mon voisin Vincent avait à peu près mon âge et travaillait dans l'informatique. Nous avions fait le truc classique des voisins pendant quelques années, des signes de la main occasionnels, une échelle empruntée une fois. Mais un samedi, il est venu pendant que je chargeais du bois dans l'atelier et a demandé si j'avais besoin d'un coup de main. Nous avons fini par passer toute l'après-midi à organiser le bois et à parler de tout. Son divorce, ma situation familiale, à quel point c'est bizarre d'être dans la trentaine et de chercher encore qui on est. Vincent est devenu l'ami dont je ne savais pas qu'il me manquait. Nous prenions des bières sur le porche les vendredis soirs pendant que nos enfants jouaient dans le jardin. Sa fille Lola avait 1 an de plus que Hugo et ils sont devenus inséparables. Pendant ce temps, le silence de ma famille continuait. Je m'étais attendu à ce que ma mère aille plus loin. Au lieu de cela, elle est devenue silencieuse. Pas d'appel, pas de texto, pas de visite surprise. C'est Sébastien qui a fini par me contacter vers la fin de février, mais pas de la façon que j'espérais. Il m'a envoyé un texto qui disait « L'anniversaire de maman et papa est en mars. Tu viens dîner ou pas ?» Aucune mention de ce qui s'était passé. Aucune reconnaissance, juste de la logistique. Comme si j'étais difficile en ayant des sentiments sur le fait que mon fils soit traité comme s'il ne comptait pas. J'ai répondu par texto, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le moment. Il a répondu, fais comme tu veux, mais c'est toi qui rends ça bizarre. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné travailler sur une crédence en bois de cerisier pour l'un des clients de Valérie. La crédence était plus gratifiante que cette conversation. Au printemps, quelque chose avait changé en moi qui allait au-delà des histoires de famille. Je me tenais plus droit, je prenais des décisions plus rapidement, je faisais confiance à mon propre jugement. Ça a l'air petit, mais quand vous avez passé toute votre vie à vous en remettre à des gens qui ne vous ont jamais respecté, apprendre à vous faire confiance est comme apprendre une nouvelle langue. Maladroit au début. Puis, progressivement, cela devient votre façon de penser. Sarah l'a remarqué aussi. Elle a dit une nuit, tu es différent. Pas différent en mal. Tu es juste plus toi. C'est peut-être le meilleur compliment qu'on m'ait jamais fait. Hugo a eu 5 ans en avril. Nous lui avons organisé une fête d'anniversaire dans le jardin. Des saucisses sur le grill, un château gonflable que j'avais loué dans un endroit en ville. Un gâteau dinosaure que Sarah avait fait, qui ressemblait un peu plus à une tache verte qu'à un tyrannosaure, mais qu'Hugo a déclaré être le meilleur gâteau du monde. 14 enfants sont venus. Lola était là. La fille de Romain était là. Des enfants de l'école maternelle de Hugo. Notre jardin était plein d'enfants qui riaient, criaient, barbouillaient de gâteaux, et c'était le chaos. Et c'était parfait. Je me tenais près du grill à regarder Hugo poursuivre ses amis à travers l'arroseur et j'ai pensé au matin de Noël, au livre de coloriage, au haussement d'épaule, et j'ai réalisé que la chose qui me rendait le plus triste n'était pas le cadeau en lui-même. C'était que mes parents avaient la chance de connaître ce gamin incroyable, de faire partie de sa vie, de le regarder grandir et découvrir le monde. Et ils ont choisi de ne pas le faire. Pas parce que Hugo avait fait quoi que ce soit de mal. Pas parce que j'avais fait quoi que ce soit de mal. Parce que quelque part dans leur tête, la hiérarchie était plus importante que l'amour, et ils ne pouvaient même pas le voir. J'ai retourné une saucisse et j'ai laissé partir cette pensée. Certaines choses, il faut juste s'en libérer.
Ce que je ne savais pas en me tenant là devant ce grill, c'était que l'univers était sur le point de livrer un de ces moments qui semblent presque trop parfaitement chronométrés pour être réels. Le genre de choses qui vous fait vous demander si quelqu'un là-haut a le sens de l'humour et une très bonne mémoire. En mai, Valérie m'a appelé avec ce qu'elle a décrit comme le plus gros projet qu'elle ait jamais décroché. Un couple de retraités nommés les Lambert avait acheté une ferme historique à l'extérieur d'Avignon, 12 pièces. La maison était magnifique mais vidée, et ils voulaient que chaque meuble intégré soit fabriqué sur mesure. Nous parlons d'étagères du sol au plafond dans la bibliothèque, d'un manteau de cheminée sculpté à la main, d'un îlot de cuisine fait de bois de grange récupéré, d'ensemble de chambres pour les 4 chambres, d'une table à manger pouvant asseoir 14 personnes. Et d'un bureau à domicile digne de quelqu'un qui dirigeait autrefois une grande entreprise. Parce que c'est exactement qui était Philippe Lambert. Il avait pris sa retraite en tant que directeur d'une grande entreprise de logistique, et cette ferme était le projet de rêve de lui et de sa femme Anne-Sophie. Valérie m'a dit que le budget dépassait les 150 000 € rien que pour les meubles et les éléments intégrés. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Elle a dit, « Julien, je travaille pour un projet comme celui-ci depuis des années. Tu es le seul artisan en qui j'ai confiance pour le faire. Ne me fais pas regretter ça. » Je lui ai dit que je ne le ferais pas, et je le pensais de toutes les fibres de mon être. La première rencontre avec les Lambert a eu lieu à la ferme. J'ai conduit jusque-là avec mon dossier de réalisation, un dossier plein de croquis et assez d'énergie nerveuse pour alimenter une petite ville. Philippe Lambert était ce grand type aux cheveux argentés avec une poignée de main qui pouvait casser des noix et une voix qui sonnait comme s'il faisait des présentations en salle de conseil depuis 40 ans. Anne-Sophie était chaleureuse et vive, le genre de femme qui remarquait tout et en disait juste assez pour vous faire savoir qu'elle avait remarqué. Je les ai guidés à travers la maison pièce par pièce et j'ai parlé de ce que j'envisageais pour chaque espace, des essences de bois que j'utiliserais, des techniques d'assemblage. De la façon dont j'assortirais les meubles au caractère original de la maison tout en lui donnant une sensibilité moderne. Philippe a posé des questions détaillées. Anne-Sophie a pris des notes. Au bout d'1 heure environ, Philippe s'est arrêté au milieu de la bibliothèque et a dit « Vous connaissez votre domaine ?» J'ai dit « Je fais ça depuis que j'ai 14 ans. » Il a hoché la tête comme si c'était la bonne réponse. Ils ont signé le contrat cette semaine-là. C'était le plus grand projet de ma carrière par un facteur d'environ 10. J'ai embauché 2 autres personnes, un charpentier chevronné nommé Luc qui avait 20 ans d'expérience et une finisseuse nommée Audrey qui pouvait faire en sorte qu'un morceau de pain ait l'air d'avoir sa place dans un musée. Mon petit atelier était soudainement devenu une véritable entreprise. J'ai loué un espace supplémentaire dans un entrepôt pour gérer l'ampleur du projet. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai vécu et respiré cette ferme. J'étais à l'entrepôt à 6 heures du matin et parfois je ne partais qu'à 21 heures. Sarah a été une sainte pendant tout ce temps. Elle a géré seule la routine du coucher de Hugo la plupart des soirs et ne s'est jamais plainte une seule fois, bien qu'elle m'ait laissé un mot sur le miroir de la salle de bain un soir qui disait « Ton fils te dit bonne nuit. Et ta femme se demande si tu te souviens de nous ?» Avec un visage souriant, je me suis assuré de prendre mes dimanches de congé après cela. Le travail était le meilleur que j'avais jamais fait. Les étagères de la bibliothèque se sont assemblées comme un puzzle que je résolvais dans ma tête depuis des années. La table à manger a été construite à partir d'une seule dalle de noyer noir que j'avais fait vieillir dans l'entrepôt pendant presque 2 ans. Le manteau de cheminée a été sculpté à la main dans du chêne blanc avec un design inspiré des détails architecturaux d'origine de la ferme. Chaque pièce était personnelle. Chaque jointure était serrée. Chaque finition était sans défaut. Philippe est venu à l'entrepôt à quelques reprises pour vérifier les progrès. Il restait là à me regarder travailler, posant des questions sur le processus, sincèrement curieux. Une après-midi, il a dit « Vous me rappelez les gars avec qui je travaillais au début de ma carrière, à l'époque où les gens construisaient des choses pour durer et tiraient fierté de chaque détail. » Puis il a dit quelque chose qui m'a frappé plus fort qu'il ne l'avait probablement prévu. « Vos parents doivent être vraiment fiers de ce que vous avez construit ici. » J'ai fait une pause. Puis j'ai dit « J'aime à le penser. » Ce qui était à la fois techniquement vrai et la chose la plus diplomate que je pouvais réussir à dire. Maintenant, c'est ici que l'univers a commencé à disposer ses pièces d'échecs. En août, Sarah est rentrée du travail et m'a dit qu'elle était tombée sur Nathalie au supermarché. Ce n'était pas inhabituel. La petite commune n'est pas assez grande pour éviter les gens pour toujours. Mais la conversation l'était. Nathalie avait été étrangement bavarde, presque nerveuse,
et elle avait laissé échapper que l'entreprise de construction de Sébastien avait des problèmes. Il avait pris en charge un grand projet commercial plus tôt dans l'année, une sorte de développement de vente au détail, et cela avait mal tourné. Dépassement de coûts, différends avec les sous-traitants, retard. Nathalie n'est pas entrée dans les détails, mais la façon dont elle en a parlé, les lèvres pincées et agitées, a indiqué à Sarah que c'était sérieux. Je mentirais si je disais que je n'ai pas ressenti une petite et mesquine étincelle de quelque chose. Pas de la satisfaction exactement, plutôt comme la sombre reconnaissance que l'auréole de l'enfant prodige n'était pas à l'épreuve du feu. J'ai repoussé le sentiment parce qu'il n'était pas productif et que ce n'était pas ce que je voulais être. Puis en septembre, ma mère a appelé. Première fois en 9 mois. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Son message était court. Julien, c'est maman. J'ai besoin de te parler. C'est au sujet de ton père. S'il te plaît, rappelle-moi. Le ton était différent. Pas en colère, pas culpabilisant. Effrayé. Je l'ai rappelé ce soir-là. Elle m'a dit que papa avait eu des douleurs à la poitrine et qu'ils avaient trouvé un blocage. Il avait besoin d'une opération de pontage. C'était sérieux, mais les médecins étaient optimistes. Elle avait l'air petite au téléphone, plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Et malgré tout, ma poitrine me faisait mal pour elle. Quoi que mes parents aient fait, mon père ayant des problèmes cardiaques restait mon père ayant des problèmes cardiaques. J'ai dit que j'étais désolé de l'entendre et que j'espérais que l'opération se passerait bien. Elle a demandé si je viendrais à l'hôpital. J'ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. Elle n'a pas insisté. C'était nouveau. J'en ai parlé à Sarah. Elle a dit, cela ne change pas ce qui s'est passé à Noël, mais cela ne veut pas non plus dire que tu dois être cruel à ce sujet. Tu peux être présent pour les trucs médicaux sans faire semblant que tout va bien. Elle avait raison, comme d'habitude. La femme a une moyenne de réussite qui rendrait jaloux n'importe quel joueur professionnel. Je suis allé à l'hôpital pour l'opération, je me suis assis dans la salle d'attente avec ma mère et Sébastien. C'était gênant de la façon dont seule l'aliénation familiale peut rendre gênante une salle d'attente d'hôpital éclairée au néon. Sébastien m'a fait un signe de tête. Ma mère m'a serré dans ses bras et je l'ai laissé faire. Nous n'avons pas parlé de Noël. Nous n'avons pas parlé de grand-chose. Nous nous sommes juste assis et avons attendu pendant que les médecins faisaient leur travail. L'opération s'est bien passée. Papa s'en est bien sorti. Je lui ai rendu visite une fois en salle de réveil. Il était groggy et branché à des moniteurs et il m'a regardé et a dit « Eh, Julien. » Juste ça. « Eh, Julien. » Comme si cela ne faisait pas 9 mois. Comme si nous nous étions vus mardi dernier. J'ai dit « Eh, papa. Content que tu ailles bien. » Je suis resté 20 minutes et puis je suis parti. Dans les semaines qui ont suivi, quelque chose d'intéressant s'est produit. Ma mère a commencé à m'envoyer des textos. Pas les essais de culpabilisation de décembre. Des messages courts, presque hésitants. Une photo d'un coucher de soleil. J'espère que tu passes une bonne semaine. J'ai vu un pivert dans le jardin. J'ai pensé à toi. C'était comme si elle tâtait le terrain, voyant s'il y avait encore une porte ouverte quelque part. J'ai répondu poliment, mais j'ai gardé mes distances. Je n'étais pas prêt à faire semblant, et je n'allais pas laisser une frayeur médicale masquer le problème fondamental qui n'avait jamais été abordé. Hugo n'avait toujours pas de photos sur leur mur. Personne ne s'était excusé. Personne n'avait reconnu que ce qui s'était passé le matin de Noël était mal. Puis 20 octobre et les pièces d'échecs ont commencé à bouger plus vite. Valérie m'a appelé pour me dire que Philippe et Anne-Sophie Lambert prévoyaient une énorme pendaison de crémaillère en novembre pour dévoiler la ferme terminée. Ils voulaient montrer l'ensemble de la rénovation, y compris les meubles sur mesure, et Philippe avait spécifiquement demandé si je voulais y assister en tant qu'invité, pas en tant que fournisseur. Il voulait me présenter des gens, ses amis, ses contacts, des gens avec de l'argent et des maisons, et un goût pour l'artisanat fait à la main. C'était le genre d'exposition qui pouvait faire passer mon entreprise d'une opération locale à quelque chose de régional, peut-être plus grand. J'ai dit, absolument. Mais ce n'était pas la partie intéressante. La partie intéressante était quelque chose que Valérie a mentionné presque en passant. Elle a dit que les Lambert avaient initialement envisagé un entrepreneur différent pour certains des travaux de rénovation structurelle. Une entreprise de construction locale qui avait été chaudement recommandée,
mais l'entrepreneur avait fait défaut à mi-chemin en raison de difficultés financières et avait dû être remplacé. Elle n'a pas nommé l'entreprise. Elle n'en avait pas besoin. La petite commune est une petite ville. L'entreprise de mon frère Sébastien était celle qui avait fait défaut sur le projet Lambert. La plus grande rénovation du département, le genre de projet qui pouvait définir une carrière, et Sébastien l'avait perdu parce que son entreprise implosait. Pendant ce temps, j'étais sur le point de me tenir dans cette même ferme en tant qu'invité d'honneur, entouré de mon travail, présenté au genre de personnes qui pouvaient changer ma vie. L'ironie était si épaisse qu'on pouvait la poncer. Je ne m'en suis pas réjoui. Je ne l'ai même pas dit à Sarah au début parce que j'avais besoin de l'assimiler. Mais je me suis accordé un moment, debout dans l'entrepôt, passant ma main le long de la table à manger terminée, où j'ai pensé à mon père haussant les épaules le matin de Noël, au livre de coloriage, au reçu du magasin Discount. Et j'ai pensé à quel point ce haussement d'épaule était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée parce qu'il m'a réveillé et maintenant j'étais grand éveillé. La pendaison de crémaillère des Lambert a eu lieu le 2e samedi de novembre. Sarah et moi avons déposé Hugo chez Pierre et Marie-Claude pour la nuit et avons conduit jusqu'à la ferme dans les plus beaux vêtements que nous possédions. Sarah portait cette robe vert profond qui donnait à ses yeux l'apparence de quelque chose sorti d'un tableau. Et je portais une veste habillée que j'avais achetée spécifiquement pour l'occasion parce que je possédais exactement 0 veste habillée avant cette semaine-là. La ferme avait l'air incroyable. Les os d'origine, les planchers à large planche, les poutres apparentes, la cheminée en pierre avaient tous été magnifiquement restaurés. Et puis il y avait mon travail. Les étagères de la bibliothèque brillaient sous l'éclairage. La table à manger trônait au centre de la salle à manger avec 14 chaises autour. Le manteau de cheminée que j'avais sculpté était la première chose que vous voyiez quand vous passiez la porte d'entrée. Il y avait peut-être 60 ou 70 personnes là-bas. Le monde de Philippe et Anne-Sophie était celui de l'argent ancien, de la philanthropie discrète, et de personnes qui pouvaient faire un chèque pour une maison de la même manière que la plupart d'entre nous font un chèque pour les courses. J'aurais dû être terrifié. Au lieu de cela, je me sentais calme. Je me tenais dans une pièce pleine de mon travail et chaque pièce parlait d'elle-même. Philippe m'a présenté à ses invités personnellement. Il m'accompagnait vers quelqu'un et disait « Voici Julien. Il a construit tout ce que vous regardez. » Et les gens s'illuminaient. Un architecte à la retraite a passé 20 minutes à examiner les assemblages de la table à manger, puis m'a serré la main et a dit « C'est du travail de niveau maître. » À la fin de la soirée, j'avais 11 cartes de visite dans ma poche et 3 engagements verbaux pour de futurs projets. Vers 21h, la soirée a pris une tournure que je n'avais pas vu venir. J'étais dans la cuisine en train de parler à Anne-Sophie d'une cabane qu'elle voulait commander pour leur maison au bord du lac quand j'ai entendu une voix familière dans le hall. Mon estomac est descendu d'environ 3 étages. C'était ma mère. Il s'avère que Anne-Sophie Lambert et ma mère allaient à la même église. Anne-Sophie avait invité plusieurs amis de l'église à la fête. Et ma mère, dont le radar social est le seul domaine où elle est véritablement douée, avait réussi à se faire inscrire sur la liste. Elle avait amené mon père, toujours en convalescence de son opération, et Sébastien et Nathalie. Elle n'avait aucune idée que j'étais lié au projet. Alors, ils étaient là dans le hall à admirer la maison. Et j'étais là dans la cuisine tenant un verre de vin et essayant de me rappeler comment respirer. Sarah m'a trouvé en premier. Elle a dit, ta famille est là. J'ai dit, je sais. Elle a dit, ça va? J'ai dit, je crois. Elle m'a serré la main et a dit, ta place est ici. Ne l'oublie pas. La collision a eu lieu dans la bibliothèque. J'étais debout près des étagères quand ma mère est entrée. Elle a regardé les étagères, puis moi, puis à nouveau les étagères. Je pouvais la voir faire le lien. Le savoir-faire de ces étagères était incontestablement le mien. Elle avait vu assez de mon travail au fil des ans pour reconnaître mon style, même si elle ne l'avait jamais apprécié. Elle a dit, « Julien, est-ce que c'est toi qui as fait ça ?» J'ai dit, « J'ai tout fait dans cette maison. » Sa bouche s'est légèrement ouverte. Derrière elle, mon père est entré en traînant les pieds, suivi de Sébastien. Sébastien a regardé autour de la bibliothèque comme s'il était entré dans un pays étranger, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. C'était le monde que mon travail avait ouvert, et c'était un monde auquel il n'avait jamais été invité. Philippe est apparu dans l'embrasure de la porte parce que, bien sûr, il le faisait. L'homme avait le timing d'un metteur en scène. Il a dit, « Brigitte, Bernard, vous connaissez Julien.
Ma mère a dit, c'est notre fils. Les sourcils de Philippe se sont levés. Il m'a regardé, puis les a regardés, puis m'a regardé à nouveau. Eh bien, votre fils est l'artisan le plus talentueux avec lequel j'ai jamais travaillé. Anne-Sophie et moi parlons de lui à tous ceux que nous connaissons. Cet homme est un artiste. Le silence qui a suivi a été la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Mon père a regardé les étagères, le coin lecture que j'avais intégré dans la fenêtre en saillie, les moulures couronnées que j'avais fraisées sur mesure pour correspondre au profil original de la maison. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père regarder quelque chose que j'avais construit et le voir vraiment. Il a dit, « Tu as fait tout ça ?» J'ai dit, « Chaque pièce. » Il a hoché la tête lentement. Le genre de hochement de tête qui a du poids. Il n'a pas dit qu'il était fier. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Il a juste hoché la tête. Et honnêtement, à ce moment-là, le hochement de tête suffisait. Non pas parce qu'il réparait quoi que ce soit, mais parce que j'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. Sébastien m'a pris à part plus tard dans la soirée près du porche latéral. Il avait l'air en mauvais état, plus maigre que la dernière fois que je l'avais vu avec des cernes sous les yeux qui racontaient une histoire à eux seuls. Il a dit, « Julien, je dois te dire quelque chose. J'ai perdu le contrat Lambert plus tôt cette année. C'était censé sauver mon entreprise. Quand il a échoué, tout a en quelque sorte basculé en cascade. » J'ai dit, « J'ai entendu dire. » Il a regardé le sol. Je dois aussi dire que Noël, c'était mal. Ce que maman et papa ont fait avec les cadeaux, la façon dont ils ont traité Hugo, je l'ai vu. J'ai tout vu. Je n'ai juste rien dit parce que c'était plus facile de ne pas le faire. Il a fait une pause. Ce n'est pas une excuse. C'est juste la vérité. J'ai apprécié ça. Après une année où tout le monde a fait semblant que le livre de coloriage n'était pas un gros problème, entendre quelqu'un de ma famille admettre qu'il avait vu le problème et détourner le regard représentait quelque chose. Il m'a dit que son entreprise était en mauvaise posture. Nathalie et lui essayaient de s'en sortir. J'ai regardé mon frère, l'enfant prodige, l'ailier, celui qui avait eu les bourses et les applaudissements et les chèques de 500 € pour ses enfants. Il se tenait sur le porche d'une maison dont il avait perdu le contrat. Parlant au frère qu'il avait ignoré. Et j'ai ressenti quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. De la compassion. Pas du pardon, pas encore. De la compassion. Parce que je savais ce que c'était que de sentir qu'on n'était pas assez bien. Je l'avais ressenti toute ma vie. La différence, c'était que Sébastien le ressentait pour la première fois et c'est une chute plus dure quand on n'est pas habitué au sol. J'ai dit, si tu as besoin de travail, je pourrais avoir quelque chose. Je me développe. J'ai besoin d'une aide fiable sur les chantiers. Ce ne serait pas glamour. Il m'a regardé pendant un long moment. Puis il a dit, tu ferais ça? Je le ferai pour mon frère. Si mon frère est prêt à commencer à se comporter comme tel. Il a hoché la tête. Et contrairement au hochement de tête de mon père, celui-ci est venu avec des yeux humides. Le trajet pour rentrer à la maison ce soir-là était calme. Sarah m'a tenu la main sur la console centrale et a dit, Hugo aurait adoré voir cette maison. Je lui ai dit que Philippe nous avait déjà invités à revenir pour dîner. Elle a ri. Julien, artiste du meuble pour les riches. Quel monde. Ma mère a appelé le lendemain. J'ai décroché. Elle a dit, je ne savais pas pour la maison Lambert. Je ne savais rien de tout ça. J'ai dit, je sais. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit, je te dois des excuses, pas seulement pour Noël, pour beaucoup de temps avant ça. J'ai dit, oui, maman, en effet. Elle a commencé à pleurer. Je ne sais pas comment c'est devenu si déséquilibré. Je jure que je ne voulais pas que ça arrive. J'ai dit, mais c'est arrivé. Et ce n'est pas seulement arrivé à moi. C'est arrivé à Hugo. Il a 5 ans et il a déjà remarqué que ses grands-parents le traitent différemment. Cela l'a frappé. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Elle a dit, est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux voir Hugo? J'ai dit, pas encore, mais on peut y arriver. Ça va prendre du temps et ça va nécessiter de vrais changements, pas seulement des mots. Il faudra des photos sur le mur et être présent pour ces trucs de l'école et le traiter exactement de la même manière que tu traites Antoine et Zoé. Pas presque. Exactement. Elle a dit, d'accord. Et cette fois, je l'ai cru.
pas complètement. La confiance ne se reconstruit pas en un coup de fil, mais suffisamment pour laisser la porte entr'ouverte. Cela fait environ 4 mois depuis la pendaison de crémaillère. Sébastien travaille pour moi 3 jours par semaine pour faire des installations. Il est en fait bon à ça quand il n'essaie pas d'être le patron. Nous ne parlons pas beaucoup des vieilles histoires, mais parfois après une longue journée sur un chantier, il dira une petite chose. Hugo, à tes yeux où cette crédence est irréelle, Julien. Et je sais ce qu'il dit vraiment. Mes parents sont venus au spectacle de Noël de Hugo en décembre. Tous les deux. Ils se sont assis au 3e rang et ma mère a pris des photos avec son téléphone et mon père a applaudi quand Hugo a chanté sa partie. Après, Hugo a couru vers eux et a dit « Grand-père, tu m'as entendu ?» Et mon père l'a pris dans ses bras et a dit « J'ai entendu chaque mot, mon grand. » Il y a 3 nouvelles photos sur le mur de mes parents. Une de Hugo à sa fête d'anniversaire couvert de gâteaux. Une de Hugo et moi dans l'atelier, lui portant des lunettes de sécurité qui sont environ 4 tailles trop grandes. Et une des 3 petits-enfants ensemble, Antoine et Zoé et Hugo, assis sur le haillon de la voiture de mon père mangeant des glaces. Ce n'est pas parfait. Les cicatrices sont toujours là et certaines d'entre elles ne s'effaceront jamais complètement. Ma mère gravite toujours parfois vers la famille de Sébastien. Et je dois toujours me rappeler que le remarquer ne signifie pas que je dois l'accepter. Mais la fondation est différente maintenant. Elle est construite sur l'honnêteté au lieu du silence, sur des limites au lieu du ressentiment. Et ça, c'est une fondation sur laquelle je peux construire. Croyez-moi, je suis plutôt doué avec les fondations. La semaine dernière, Hugo et moi étions dans l'atelier en train de construire un nichoir ensemble. Il plantait un clou avec le petit marteau que je lui avais donné, la langue sortie de concentration. Il a levé les yeux vers moi et a dit « Papa, quand je serai grand, est-ce que je pourrai construire des trucs comme toi ?» J'ai dit « Mon grand, tu peux construire tout ce que tu veux. » Il a souri et est retourné à son clou. Et je me suis tenu là dans mon atelier, entouré de cèdres et de sueurs et du son du rire de mon enfant. Et j'ai repensé à un haussement d'épaule le matin de Noël qui était censé me dire que je ne comptais pas. Il s'avère qu'il m'a dit exactement le contraire. Il m'a dit ce qui comptait le plus et j'ai construit toute ma vie autour. Commentaire, je voulais partager avec vous à quel point cette histoire m'a vraiment touché au plus profond de moi. Se respecter soi-même et protéger ceux qu'on aime reste la base de tout équilibre. Poser des limites claires demande du courage mais apporte une vraie liberté intérieure. Choisir sa paix plutôt que de subir en silence change véritablement une vie. Prendre ses responsabilités face à sa famille est un acte d'amour sincère. Guérir ses blessures anciennes permet d'avancer avec plus de légèreté. La véritable gentillesse se montre dans les gestes quotidiens et constants. Apprendre à choisir ce qui nous fait du bien est une force que chacun porte en soi. Je vous encourage à réfléchir à vos propres relations avec bienveillance et honnêteté. Et rappelez-vous que chaque petit pas vers une vie plus sereine mérite d'être célébré. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.